Après, c'est vrai que ça a ses avantages et ses inconvénients, je trouve, d'être à l'étranger. Comme ils parlaient tous suédois, moi je mettais mes écouteurs et je me mettais vraiment dans ma bulle. Donc ça m'a aidé un peu à essayer d'occulter ces moments qui sont quand même vraiment durs quand on passe des heures avec sa perfusion et tout. Moi j'ai un conseil, donc identifie des personnes ressources. Donc c'est des personnes qui vont te faire du bien. Tout ne dit pas oui si tu n'as pas envie de dire oui. Fais que ce que tu veux. Voilà, donc ça paraît être un conseil... très simple, mais c'est bien de se l'appliquer et du coup davantage c'est donc je ne suis que sous hormonothérapie et c'est vrai qu'aujourd'hui je vois bien l'impact que ça a sur moi au quotidien et ça fait suffisamment longtemps pour que la chimio soit un petit peu plus loin et du coup être loin de ces effets secondaires là. Donc j'identifie aujourd'hui l'impact effectivement de l'hormonothérapie sur mon quotidien. Bienvenue sur Quand revient le printemps, le podcast qui donne la parole à celles et ceux touchés par le cancer pour qu'ils nous partagent à travers leur histoire ce qu'ils ont fait pour aller mieux. Je m'appelle Camille, j'ai moi-même été diagnostiquée d'un cancer et je suis depuis en rémission. À chaque étape de cette épreuve, je me suis posé des questions sur comment me reconstruire, sur la complexité des émotions que je ressentais et sans forcément trouver de réponse. En gros, retourner à ma vie d'avant alors que justement, plus rien n'est comme avant. Et puis je me suis rendu compte que c'était le parcours de beaucoup d'autres patients et que partager tout ça, c'était aussi la clé. Dans ce podcast, vous trouverez des conseils, des trucs et astuces à travers des témoignages émouvants de personnes qui en ont fait une priorité, faire revenir le printemps. Quand on tombe malade, les bouleversements sont importants, mais on se raccroche souvent au protocole, au rendez-vous, au traitement à suivre à la lettre. Mais pour Hermance, les choses ne se sont pas passées ainsi. Lorsqu'elle est diagnostiquée d'un cancer du sein, Hermance est en plein déménagement pour la Suède avec son mari et ses 3 enfants. Elle nous raconte au micro de Quand revient le printemps son parcours de soins à l'étranger qui porte son lot de défis supplémentaires. Des approches parfois différentes, loin des repères familiers, des décisions à prendre seule ou presque, et un traitement, l'hormonothérapie, qui transforme en profondeur le corps et l'esprit. Mais Hermance puise sa force dans ces personnes ressources, comme elle les appelle, dans le sport, dans l'écriture et dans sa famille. À travers tout cela, Hermance nous livre un message essentiel, celui de l'écoute de soi, de la résilience et de la force qu'on puise parfois là où on ne l'attendait pas. J'espère que cet épisode vous touchera autant que moi. Hello Hermance. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le podcast Quand revient le printemps. Je suis ravie de t'accueillir. Merci à toi de m'avoir invitée. Je vais d'abord commencer par te demander de te présenter et puis on rentrera dans ton histoire atypique pour la suite de cet épisode. Très bien. Alors, je m'appelle Hermance. Je suis maman de 3 garçons. Je suis pharmacienne. Je travaille plus précisément dans la cosmétique. Donc, toutes les cosmétiques qu'on peut retrouver en pharmacie. Je suis mariée et j'habite en région parisienne depuis quelques mois, puisqu'on en parlera justement peut-être plus tard, mais j'ai habité 10 ans à l'étranger. Ok. Oui, on va y revenir très vite, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu de toi, le toi peut-être d'avant, avant le diagnostic, avant le cancer. Quels étaient tes moteurs? Qu'est-ce qui t'animait? Et puis aussi peut-être, est-ce que tu avais déjà entendu parler de cancer? Est-ce qu'il y avait du cancer dans ta vie? Pour juste comprendre peut-être dans quel état d'esprit la nouvelle est arrivée dans ta vie. Oui. Alors avant d'être malade, j'étais quelqu'un qui ne savait pas tellement dire non. Je disais plutôt oui à tout. J'étais plus tournée sur être sûre que les autres soient heureux, soient contents et de temps en temps, pas forcément me mettre au premier plan. Après, j'ai toujours été très sportive, très active, un peu trop de projets, je pense, en même temps. Voilà, donc ça, c'est des choses qui ont aujourd'hui pas mal évolué avec la maladie. Ça m'a ramené à certaines choses. Et tu me demandais quel lien avec le cancer. Alors, j'ai quelques personnes dans ma famille qui ont été touchées, notamment ma tante 2 semaines avant moi, donc un cancer du sein aussi. Mais surtout, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée pendant mon parcours, j'ai une amie qui a été touchée par un cancer du sein 1 an avant moi
Et donc, elle avait, entre guillemets, un peu un an d'avance à chaque fois par rapport à moi. Et elle m'a été d'un soutien inéluctable pendant toute la maladie parce qu'elle a pu m'accompagner, m'expliquer toutes les étapes. Et voilà, donc je pense que j'ai vraiment eu une chance folle. Et justement, toi, quand cette amie a été diagnostiquée, comment est-ce que tu te souviens comment toi, t'as réagi ? Effectivement, quand je l'ai su, c'est un ami qui me l'a appris. J'ai pas réussi à l'appeler tout de suite parce que, j'étais un petit peu gênée. Je savais pas comment aborder le dialogue avec elle, comment l'appeler, lui dire bon ben voilà, je sais, je pense à toi. Comment ça va ? Je me suis dit, c'est un peu bateau de dire ça, quelle question je dois poser ? Donc, je me suis retournée les choses 150 fois dans ma tête pour essayer de construire un espèce de dialogue. La meilleure réponse possible, mais qui d'ailleurs n'existe pas. Qui n'existe pas. Et finalement, j'ai fini par l'appeler et par être assez naturelle. Et voilà. Et puis elle s'est livrée. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, c'était écouter et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, cette amie, elle était déjà en rémission quand toi, t'es diagnostiquée ? Non, elle était encore elle était encore en parcours lorsque j'ai été diagnostiquée, mais elle avait passé le plus gros. Enfin, après, ça dépend de chacun. Ouais. Mais en tout cas, elle avait déjà eu sa chimiothérapie, radiothérapie. Elle commençait à avoir des bonnes nouvelles. Et elle commençait à avoir des bonnes nouvelles, exactement. Okay. Donc, pour revenir à toi, est-ce que tu peux nous resituer quels sont tes premiers symptômes et qu'est-ce qui t'amène à consulter, même si je sais qu'au début, et comme beaucoup d'ailleurs, on n'est pas très alerté, on est loin de s'imaginer que ça peut être ça, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'amène à ce diagnostic ? Alors au début, moi, j'ai rien senti. Donc du coup, je vais consulter, j'ai 37 ans. Et j'avais déjà mes 3 enfants, et donc du coup, j'allais changer de contraceptif. Et donc, c'est lors de la palpation, lors de ma consultation avec ma gynécologue, qu'elle sent une boule. Et donc, elle me dit, on va aller faire une échographie. Mais aucun signe d'inquiétude de son côté. Et alors moi, pas du tout non plus. J'étais très sereine. C'était en novembre 2021. Bon, à l'échographie, ils me disent que tout va bien. Je retourne chez elle, je dois retourner chez elle. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a sauvée, c'est que je suis beaucoup retournée chez elle cette année-là. Je retourne chez elle à Pâques, donc là on était déjà en 2022. Et là, elle ressent encore cette boule. Donc elle me dit, on va refaire encore une écho, mais je venais tout à fait pour autre chose. Je refais une écho, ils me disent que tout va bien, qu'il n'y a pas de signe d'inquiétude. Donc bon, moi j'ai une confiance ultime aussi dans le Toi, corps t'es pas médical. Stressée, tu la palpes pas régulièrement. Pas du tout, pas du tout stressée. Et puis si on me dit que tout va bien, tout va bien. Donc voilà, je me pose pas plus de questions. Et puis, par contre, 1 mois et demi après, donc je devais revenir à nouveau chez ma gynéco. Et là, je trouvais que ça grossissait. Ça commençait à me gêner. Donc, c'est moi là qui lui ai signalé, elle est toujours là et j'ai l'impression que ça grossit. J'étais pas inquiète, mais comme quoi l'inconscient est peut-être là, je ne sais pas. Mais je l'ai quand même signalé. Et elle m'a dit, on va refaire une écho. Et donc, j'ai refait une écho. Mais à ce moment-là, j'habitais à Bruxelles, donc j'ai réussi à trouver un endroit le même endroit pour faire une échographie, mais j'étais en plein déménagement puisqu'on allait changer de pays. Et j'ai fait donc à nouveau une écho, et là ils m'ont dit, écoutez, par acquis de conscience, on va faire une biopsie, mais par sécurité. Voilà, c'était vraiment par sécurité, donc ils n'avaient pas l'air de voir un caractère malin ou quoi que ce soit. Donc. Ok. Et justement, pourquoi je disais que j'allais à ce moment-là déménager, j'emballais les cartons ce jour-là. Donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse cette biopsie. Mais à ce moment-là, je n'étais encore pas inquiète. Je pensais que c'était juste comme ça, il fallait que je la fasse. Et donc, c'était le mois de juillet 2022. Et donc, je rentrais, j'allais passer quelques semaines à Paris avant de repartir en Suède, vivre en Suède, emménager en Suède. Et je me suis dit, il faut peut-être que je fasse cette biopsie quand même en France, parce qu'avant que j'ai un système de santé là-bas, etc., je ne savais pas tellement auprès de qui me tourner, je ne parlais pas suédois, voilà. Donc c'est ça qui m'a poussée un peu à me dire, allez, il faut peut-être le faire maintenant, sinon je pense que j'aurais laissé un peu traîner. Et j'ai cherché, sauf qu'évidemment au mois de juillet, au mois d'août, à Paris, c'est impossible de trouver un endroit, donc j'avais des rendez-vous pour octobre, voilà. Et du coup, j'ai appelé un de mes amis qui est gynécologue à l'hôpital Pompidou.
à Paris en cancérologie et je lui dis écoute, voilà, est-ce que tu sais vers qui je pourrais me tourner ou est-ce que tu pourrais juste m'aider? Je dois faire ça et ça m'embête parce que j'arriverai pas à mettre ça en place après en Suède. Et donc grâce à lui, il m'a trouvé une place et j'ai pu le faire à Pompidou. Du coup, au mois de juillet. Du coup, c'était fin juillet. Ok. Fin juillet, exactement. Donc je fais ma biopsie, voilà. Et puis au moment de ma biopsie, la personne qui la réalise quand même, là, en fait, a semé des petites graines d'inquiétude parce que pour lui, je pense que pour lui, c'était évident que c'était mauvais. Après, il attendait les résultats, mais il a quand même il a prononcé en tout cas le mot cancer. Je ne sais pas exactement comment il l'a dit, mais il a dit ça peut-être. C'était une option. Voilà, c'était une option. Donc, avec du recul, maintenant, je sais que quand les médecins disent que c'est une option, c'est qu'en général, ils sont plutôt sur 2. Donc ça m'a semé le doute, mais voilà, j'étais un petit peu stressée, mais bon, après je partais en Suède réceptionner le déménagement 4 jours et puis ensuite je rentrais à Paris, donc je suis passée à autre chose. Et délai des résultats à ce moment-là. Et alors ça a été une grande chance que j'ai eue dans mon parcours j'ai eu 2 grandes chances avec justement mon ami dont je parlais tout à l'heure qui m'a beaucoup aidée et cet ami qui travaillait à Pompidou. Du coup, qui m'a permis à chaque fois d'avoir des résultats, je pense, j'en suis sûre, plus rapidement. Et je sais à quel point cette attente, c'est quelque chose de compliqué. Et voilà, moi, il m'a permis de pas trop attendre à chaque fois. Et dès qu'il avait les résultats, en tout cas, de pouvoir me les transmettre. Et donc, ça, c'est une chance. Et ça, c'est vrai on l'a évoqué quand on a échangé ensemble, mais cet ami, il t'a... au moment où toi, tu ne connais pas encore les résultats de la biopsie, lui, il fait ce premier travail aussi de te préparer, enfin... Exactement. Justement, je reviens de Suède où on a déballé nos cartons. Je reviens, mon mari reste là-bas parce qu'il avait déjà commencé son travail. Et je dînais avec cet ami et d'autres amis. Bon, voilà, on passe une bonne soirée. Et puis il reste à la fin, et moi aussi, on reste un peu plus tard. Et là, en fait, je ne me souviens absolument pas de ce qu'il m'a dit. Je me souviens qu'on a parlé longtemps, assez tard. Et il a commencé à me dire qu'il n'avait pas les résultats, mais qu'il avait vu son ami qui m'avait fait la biopsie. Et que, a priori, c'était pas très bon. Mais je ne me souviens plus du tout d'aucun mot. Mais j'ai bien compris le message. Voilà, j'avais bien compris le message. Et donc, là, je suis rentrée... je dormais chez mes parents à ce moment-là, mais j'étais toute seule. Et le lendemain, je devais retourner chercher mes enfants qui étaient chez les grands-parents. Et du coup, c'est très dans le détail, mais tu appelles ton mari, du coup, pour lui dire que t'as eu... Non, parce que, en fait, cette conversation, s'est terminée à 2h du matin. Ah ouais. Donc, du coup, je me dis non. Et puis, le lendemain matin, quand même, je l'appelle. Mais pareil, mon mari, il est de nature très, très optimiste, c'est-à-dire que tout va bien et que... Donc, il me dit, mais non, je pense que... Parce que, comme ils n'avaient pas les résultats, Oui, il n'y a pas de... Il n'a pas dit... C'est pas certain. Ça, voilà. Donc, quand on écoute ce message... même si c'était assez clair avec du recul, mais forcément, moi, je retenais aussi la part d'espoir qui me disait que peut-être que c'était pas ça. Donc, je lui dis, mais bon, je pense que lui, il réalisait pas le lendemain matin. Et moi non plus, je sentais que j'avais une boule dans le ventre, mais je commençais... Je savais pas trop où j'étais. Voilà. Okay. Et du coup, je devais retourner chercher mes enfants. Et finalement, j'ai décalé mon départ de 1 ou 2 jours. Je me suis dit, je vais attendre les résultats. Et après, j'irai les voir. Et du coup, je suis allée... comme j'étais toute seule, j'ai demandé à aller dormir chez une copine. Et sur le trajet, quand je suis allée en métro chez elle, mon ami m'a appelée justement parce qu'il avait eu les résultats. Et c'est là où il m'a appris que c'était un cancer du sein. Ok. Et lui, il te présente déjà à ce stade-là un peu le plan d'action? Tu sais de quoi il s'agit ou pas encore? Si, alors succinctement, donc en plus le pauvre, parce que je lui dis si, je reste au téléphone, parce que lui m'a dit t'es dans le métro, rappelle-moi après, tranquillement et tout. Puis en fait, moi, je voulais savoir, forcément. Et je pose beaucoup de questions, donc je pense que c'est dur en tant qu'amie, à mon avis, de devoir donner toutes les réponses, alors que c'est pas forcément, ça sera pas mon médecin même plus tard, mais du coup il est très impliqué. Et oui, il me dit, comme il avait les résultats de la biopsie, il avait pas toutes les caractéristiques, mais certaines caractéristiques de la tumeur. Donc il m'a dit que j'aurais une chimiothérapie, une radiothérapie et une hormonothérapie. Okay. Voilà, et une immunothérapie aussi.
Donc voilà, il m'avait dit que j'avais le droit à tout au vu des caractéristiques de ma tumeur. Après, il m'a dit que c'était une bonne nouvelle d'un côté parce qu'il y avait des thérapies ciblées contre ça, mais que du coup c'était agressif et donc il fallait vite y aller, quoi. Ok. Voilà. Donc vite y aller alors que tu es en plein déménagement pour partir t'installer en Suède. C'est ça. Comment tout installé, finalement les meubles étaient installés. Donc mais déjà moi, installé. Ouais. Ok. Et donc comment tu t'organises, enfin qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Ben là, donc mon mari arrivait que le lendemain et là on se pose plein de questions. On se dit, est-ce que moi je resterai à Paris? Est-ce qu'on reste tous à Paris et lui fait des allers-retours? On met les enfants à l'école à Paris pour être suivis là où j'ai été diagnostiquée. Donc on a évoqué le fait d'annuler finalement tout ce qui était mis en place. Et au final, moi, j'ai pas voulu parce que je me suis dit, en fait, on va attendre que je guérisse, qu'il se passe... En fait, on va mettre toute notre vie en pause, en me regardant et en attendant qu'il se passe quelque chose. Moi, j'aurais pas supporté ça du tout. Donc on s'est dit, bon, allez, on y va. Et encore une fois, je sais pas si j'aurais pris cette décision, si j'avais pas eu mon ami qui travaille à Pompidou et qui était quand même un lien que je pouvais appeler régulièrement et voilà, avoir une espèce de traduction. C'est vrai que tu avais un numéro d'urgence, quoi. Exactement, j'avais un numéro d'urgence, c'est exactement ça. Voilà. Okay. Donc, et du coup, tu es orientée, donc c'est à Stockholm? Oui, alors je suis d'abord, quand même au mois d'août, du coup on annule nos vacances et du coup je suis d'abord opérée. Je passe aussi le PET scan, ça c'est un grand moment aussi parce que du coup on m'avait découvert ce cancer du sein, mais comme justement j'avais eu ces 10 mois derrière moi où on m'avait trouvé cette boule et on me disait qu'il n'y avait rien, l'attente des résultats du PET scan était aussi un grand stress parce que je me disais avec tout ce temps qui est passé, c'est peut-être aller ailleurs. Donc voilà, je me suis faite opérer et ensuite, donc suite à l'opération, en fait à Pompidou, ils ont établi un protocole. Et nous, on a trouvé, donc, mon mari travaillait dans la santé là-bas, donc on a pu être en lien avec un oncologue à Stockholm. Et les médecins se sont parlé entre eux. Et du coup, là-bas, j'ai reçu le protocole qui avait été décidé à Pompidou. Okay. Voilà. Parce que du coup, tu étais quel stade après le... J'ai été un stade 2. Ok, d'accord. Donc, tu pars avec ton protocole, un numéro d'un médecin là-bas. Ouais. Ok, voilà. Qui est en lien avec Pompidou ou même pas? Et du coup, je les ai mis en lien. En fait, ça me rassurait. Donc, encore une fois, j'en ai beaucoup demandé à mon ami. mais du coup, ça me rassurait parce que je me disais, bon, les choses sont maîtrisées. Ouais. Parce que tout ça, c'est un vocabulaire que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, que je maîtrise plus maintenant. Et en plus, tout se fait en anglais. Oui. Donc, alors, je parle anglais, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas non plus leur langue... ils sont suédois à la base. Donc, du coup, voilà, c'était l'anglais qui nous rapprochait. Mais ça me rassurait qu'il y ait ce lien-là. Ok. Donc, tu commences par la chimio, donc. Du coup, je commence par la chimio. Alors, heureusement, finalement, je mets un petit temps avant de commencer. Je crois que j'ai un bon mois pour qu'on puisse s'installer avec les enfants fin août, démarrer un petit peu notre vie avant de démarrer la chimio. T'es dans quel état d'esprit, toi? T'es stressée ou... Très stressée. En fait... Moi, à partir du moment où on m'a fait ma tumorectomie, je me suis dit, bon, il n'y a rien ailleurs, donc j'ai plus rien. Donc je comprenais pas pourquoi j'allais faire une chimio. Enfin, j'ai compris sur le papier, mais je n'arrivais pas à y aller. Je me disais, je me sentais très bien, enfin, j'étais très en forme. Et donc je me disais, c'est ça qui va me rendre malade. Et ça va me mettre à terre et j'appréhendais énormément. Et donc, j'ai eu un accompagnement psychologique. J'ai eu 2 séances pour m'aider à y aller parce que je ne voulais pas y aller. Et voilà, et qui t'a aidé à identifier la raison et c'était pourquoi ça va me rendre malade. Voilà, qui m'a aidé en fait à comprendre que la chimio, c'était mon allié et non mon ennemi. Moi, je le voyais vraiment comme mon ennemi et je me disais que j'allais être dans mon lit, malade. Enfin, que c'était ça qui allait me rendre malade finalement. Donc, j'arrivais pas à y aller. Et puis après, je sais pas, elle a réussi à avoir un déclic et à me faire comprendre que j'en avais besoin et qu'il le fallait. Donc, c'est une psychologue que tu as trouvée via Pompidou ou... Non, alors là, c'est via ma belle-sœur qui est médecin à Lyon, qui avait rencontré une psychologue qui travaillait avec des patients avec des maladies chroniques et qui avait vécu ça aussi, cette psychologue. Parce que ça aussi, c'est difficile de trouver les bonnes personnes. C'est quand même un moment qui est tellement charnière qu'il faut se faire... Et puis, il faut que ça soit rapide. Aussi, parce qu'il faut quand même y aller. Les médecins, ils sont derrière à dire qu'il faut y aller, mais moi, je ne voulais pas y aller et ça m'a beaucoup aidée. Du coup, après, une fois que j'étais lancée, j'apprenais beaucoup la première séance, forcément.
Et puis après, bon, oui, c'est pas facile, c'est horrible, mais c'est parti. Ok. Donc, Donc tu arrives en Suède à l'hôpital. Du coup, c'est nouveau, la chimio tout court, l'hôpital tout court, mais du coup, en plus, dans un pays qu'on connaît pas, dans une langue différente. Ouais. Comment se passent tes premiers moments? Peut-être un peu la différence culturelle aussi. Oui, alors que ça, tu je ne l'ai découvres. pas forcément découvert au début, parce Ok. que du coup, au début, c'est très rythmé, par beaucoup de rendez-vous, etc. C'est plus au fur et à mesure où je me suis rendu compte que l'approche par rapport aux patients n'est pas forcément la même qu'en France. Au début, du coup, je suis... alors, mon mari était beaucoup avec moi, parce que forcément, on n'était que juste notre famille à l'étranger. Nos parents sont venus nous aider aussi au début, enfin mes beaux-parents et mes parents, pour nous aider un peu avec les enfants, etc. Mais au début, oui, j'étais un peu... c'est très rythmé, j'appréhendais beaucoup. Heureusement, ils parlent tous extrêmement bien anglais. Donc, vraiment, tous les corps de métier, ils parlent mieux anglais que moi. Moi, je me débrouille, mais je ne suis pas bilingue. Et ils sont tous vraiment... c'est un pays où ils maîtrisent cette langue-là. Donc ça a été une chance quand même pour moi. Après, c'est vrai que ça a ses avantages et ses inconvénients, je trouve, d'être à l'étranger. Moi, j'ai trouvé que ça m'a permis de vivre cette phase de traitement et de maladie un peu dans mon cocon familial. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidée parce que j'étais centrée sur mes enfants, mon mari, nous. Et ça me donnait aussi beaucoup de force. Ou quand j'allais dans le fameux couloir de chimio, là où on vient tous prendre notre shoot de la semaine, comme ils parlaient tous suédois, moi je mettais mes écouteurs et je me mettais vraiment dans ma bulle. Donc ça m'a aidé un peu à essayer d'occulter ces moments qui sont quand même vraiment durs quand on passe des heures avec sa perfusion et tout. À ne pas écouter l'histoire des autres. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a un peu aidé à me mettre dans ma bulle. Après, c'est sûr qu'on était loin de nos familles, de nos amis. Donc voilà, parfois, le quotidien, on aurait aimé avoir une petite aide, un soutien, une petite visite, un café, etc. Mais on a rencontré des gens super là-bas aussi qui nous ont beaucoup aidés et beaucoup accompagnés tout de suite. Et justement, pour parler un peu de l'attention des proches, quand on est à distance comme ça, alors déjà, quand on est tout près, c'est pas facile d'accompagner quelqu'un qui traverse ça, mais alors... à distance, est-ce que tu peux nous parler d'attentions qui t'ont particulièrement marqué ou comment les gens se sont organisés autour de toi? Oui. Alors, moi, j'ai une de mes amies qui est venue pour ma 2e chimio. Et donc, elle est restée quelques jours. Et voilà, donc là, c'était vraiment super parce qu'on a passé de bons moments. Après, j'étais vraiment à plat. Mais on a regardé des séries ensemble. En fait, on a passé des bons moments. Donc ça, c'était chouette. Après, moi, mes chimios, c'était toutes les semaines, tous les mardis. Et T'en as eu combien en tout? J'en ai eu pendant 3 mois. Ok. Et souvent, j'avais un message tous les mardis de plusieurs de mes amis. Soit c'était un message, à la fin, je pense qu'elle ne savait plus trop quoi dire. C'était un émoticône, un cœur, quelque chose. Mais là, je me sentais... moi, ça me donnait beaucoup de force de recevoir ça parce que je me disais, bon, elles ne sont pas là, mais je sais qu'elles y pensent, en fait. Elles savent que mardi, ça y est, j'y retourne. Donc voilà. Donc ça, c'est des... Et puis je pense que d'ailleurs, loin ou pas loin, en fait, comme il n'y a pas toujours quelque chose à dire, juste réussir à transmettre à l'autre qu'on pense à lui. Voilà, je trouve que c'est super parce qu'à l'hôpital, en plus, on doit y aller tout seul, on ne peut pas être accompagné. Enfin, moi, je ne pouvais pas être accompagnée là-bas. Juste pour la première séance, mon mari a pu venir, mais sinon, non. Donc voilà, c'est une manière de les emmener un peu avec nous. Et tes fils dans cette histoire, comment tu leur annonces déjà? Et puis comment ils le vivent? La perte de cheveux aussi, peut-être. Est-ce qu'ils ont quel âge déjà au moment du diagnostic? Alors, au moment du diagnostic, ils ont 10, 5 et 3. 10, 6 et 4, pardon. 10, 6 et 4. Donc, au moment du diagnostic, en fait, on leur a tout de suite dit. Parce que déjà, on a annulé nos vacances. Donc, tout de suite. Donc, il fallait qu'ils comprennent pourquoi je ne revenais pas, etc. Après, c'est vrai qu'on a fait ce choix-là. On en a beaucoup discuté justement avant d'aller les récupérer. Bon, on avait eu, nous, quelques jours pour quand même encaisser. Je ne sais pas si on peut dire encaisser, mais en tout cas, que ça redescende un tout petit peu pour nous. Et on leur a tout dit.
voilà, j'avais le souvenir d'une amie qui m'avait dit qu'il avait eu sa maman malade et elle lui avait pas forcément tout dit. Du coup, elle a toujours pensé que c'était plus grave ou qu'en tout cas, il y avait des choses qu'on lui cachait. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas ce qui va se passer parce que quand on leur a dit, on n'avait pas le PET scan, donc on n'avait pas forcément le stade et donc savoir exactement quelle allait être l'évolution. Mais après, on restait positif, forcément. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix de le dire pour qu'ils puissent se sentir à l'aise de poser des questions. Et d'ailleurs, ils nous ont posé pas mal de questions, plus le grand. Et du coup, moi, je leur ai dit ce qu'il en était, mais j'ai surtout orienté vers ce qui allait les impacter eux. C'est-à-dire, j'avais dit, je vais peut-être perdre mes cheveux, et puis je vais être assez fatiguée, voilà. Mais je me suis dit, bon, tout le reste, les opérations, tout ça, je répondais aux questions, mais j'orientais surtout sur ce qui allait les impacter eux dans le quotidien. Ok. Et tu les as sentis en confiance ou stressés? Au moment de l'annonce, comme en plus moi j'étais très stressée, j'avais pas eu le PET scan, donc je pense qu'ils étaient assez stressés et c'est plus mon mari qui a réussi à gérer les ping-pong de dialogue, de réponse et d'inquiétude. Moi j'avais un petit peu plus de mal. Une fois que j'ai passé le PET scan, je me suis dit ça va aller. Et donc je suis rentrée dans l'action et donc là j'arrivais à être positive et à dire la vérité, mais tout en leur donnant, je pense, en tout cas j'ai l'impression, tout en leur faisant comprendre que ça allait bien se passer en fait. Ça va pas être sympa, mais ça va bien se passer. Ouais. Pour revenir à ton traitement, donc toi, tu avances dans tes chimios. Est-ce qu'il y a des checks au fur et à mesure pour voir que la chimio fonctionne? Enfin, comment ça se passe en Suède aussi Non, alors du coup, j'ai eu un protocole un peu spécial. Ils appellent ça un protocole Toledano ou quelque chose comme ça. Donc en fait, du coup, comme j'ai eu l'opération avant, donc ils m'ont normalement enlevé toute la tumeur. Donc a priori, il n'y a rien d'autre. Donc non, j'ai eu ma chimio, ma radiothérapie. Et c'est qu'après ma radiothérapie, donc à 6 mois, après mon premier IRM, qu'ils m'ont dit, on fera un contrôle. Parce que c'est vrai qu'ils avaient vu des petits rehaussements, quelque chose. Mais bon, voilà, ils n'étaient pas inquiets à ce moment-là. Ils n'avaient pas voulu faire d'autres biopsies. Donc après la radiothérapie, je passe un IRM. Mais justement, eux, ils font pas forcément de contrôle en Suède. Okay. Donc il a fallu que je quémande un peu mon IRM, parce que j'avais pas rentré quand même en France pour le faire, et voilà. Et ça c'est pas simple. Quand on rentre pas dans le protocole, c'est pas évident. Donc j'ai fait cet IRM, et là, ils ont retrouvé quelque chose à l'image. Ça clignotait. Et donc là, c'est là où j'ai pu voir que c'était une grande aide d'avoir un ami qui travaille à l'hôpital, parce qu'on a tout de suite un plan d'action, quelque chose, on se sent accompagné. C'est une chance hallucinante, puisque là, là, j'arrivais pas, j'étais dans ce grand hôpital, j'arrivais pas à savoir ce qui allait se passer. Ils m'ont dit, on va tout refaire, ils m'ont dit, on va vous enlever le sein dans 2 semaines, il faut agir vite, parce que ça veut dire que le traitement n'a pas fonctionné. Enfin, il y avait un emballement de plein de choses. Et du coup, ils m'ont dit, on va refaire aussi un scanner du corps entier. Et là, ils m'ont trouvé quelque chose sur un os. Ils ont dit, on ne sait pas si c'est une métastase, pas une métastase. Voilà. Et c'est donc toute la complexité d'avoir été suivie à 2 endroits différents. Parce que, en fait, à ce moment-là, donc, il y a eu quand même ce doute de savoir si ça s'était étendu ou pas. Et donc, j'ai appelé mon ami à Paris, qui est tout de suite allé revoir mon IRM. Et en fait, non, c'est autre chose. J'avais effectivement quelque chose au même endroit. Une inflammation qui fixait. Mais qui était un angiome ou quelque chose comme ça. Donc, il m'a tout de suite rassurée. Mais après, donc je me suis dit, bon, je vais rentrer à Paris pour faire la suite. Ouais. Je me sentais plus rassurée. C'est pas qu'ils m'ont mal pris en charge, mais je pense que déjà, ils sont beaucoup moins tournés vers la qualité de vie du patient. C'est plutôt, c'est comme ça, la semaine prochaine, on vous enlève le sein, pas de reconstruction. Nous, on fait pas de reconstruction immédiate. Donc, ça sera que dans 2 ans, quand ça ira mieux, etc. Donc, bon, ils sont très compétents, mais du coup, il n'y a pas tout cet aspect psychologique d'accompagnement un peu quand on va nous annoncer ce genre de choses. Et du coup, ça a été une petite bataille aussi pour obtenir mes IRM, parce que faire sortir des données patients en Suède, c'est très compliqué. Ouais. Donc, j'ai fait des sittings à l'hôpital. J'arrivais pas à récupérer ce fameux CD. Voilà, mais ça m'a pris 2 semaines où j'allais tous les jours à l'hôpital, demander, quémander, etc. Comme j'étais pas suédoise, enfin c'était des questions administratives, de numéro de carte d'identité, etc. Enfin, j'arrivais pas à sortir ça. Donc
Donc voilà, bon, j'ai finalement réussi à force d'avoir été là et de rester 4 heures par jour à l'hôpital à vouloir récupérer mes images. Et je suis rentrée en France. Et là, on m'a refait pas mal de biopsies de partout. Et on a retrouvé, apparemment, c'est des cellules précancéreuses. Voilà. Mais bon, en l'occurrence, le traitement n'avait pas fonctionné contre celle-ci. Et donc, du coup, donc ils m'ont préconisé d'enlever le sein. Et j'ai demandé une double mastectomie. Du coup, voilà, dans le doute. Parce qu'ils avaient retrouvé dans l'autre sein aussi. Non, mais c'est moi qui... Oui. Je me suis dit, bon, tant qu'elle... Enfin, vu qu'on n'arrive pas trop à examiner tout ça, qu'on me retrouve quand même des choses après, je me sentais plus sereine de le faire. Et c'est avéré que j'ai bien fait, parce qu'après l'opération, ils ont retrouvé aussi dans l'autre des petites choses. Donc, donc l'intuition quand même. Donc finalement, ouais. voilà, finalement. Et eux, ils m'ont permis une reconstruction immédiate dans la même opération. Donc, d'accord. Comme j'avais déjà eu ma radiothérapie. Et donc, tu repars pour des cycles de chimio ? Non. Là, je terminais mon immunothérapie. Comme c'était des cellules précancéreuses et non cancéreuses, le protocole, c'est opération radiothérapie. J'avais déjà eu la radiothérapie, donc il n'y a pas de chimio qui agit contre ça. Voilà. Donc, ça ne changeait pas le protocole. Ok. Juste pour finir sur ton expérience en Suède, est-ce qu'on te parle soins de support ? Alors, ou pas du tout. un peu d'activité physique adaptée à l'hôpital. Et moi, j'ai été assez demandeuse parce qu'en fait, donc je travaille pour une marque qui est engagée notamment sur les effets secondaires cutanés au niveau de la peau des traitements contre le cancer. Et on l'a lancé il y a 10 ans, donc avant même que je sois proche de cette problématique de par mon expérience ou l'expérience de mon entourage. Je savais que les soins de support, ça existait. J'étais convaincue de l'intérêt de les utiliser aussi et que ça avait beaucoup de bienfaits pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc, je les ai cherchés et voilà, on m'a proposé de l'activité physique adaptée et c'est tout. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je ne parlais pas suédois. Voilà, mais comme tout le monde parle tellement bien anglais là-bas, je me suis retrouvée dans des situations où, en fait, même dans des cours de sport, ils peuvent switcher facilement en anglais. Donc, je ne pense pas que ça soit ça. C'est une société c'est une culture très indépendante, en fait, la culture suédoise. Donc, je pense que on est chez soi, on va marcher dehors, faire du sport, etc. Mais on ne compte pas forcément sur... Ouais, c'est une culture très solitaire. Toi, tu fais des choses pour aller mieux de ton côté, du coup, quand tu es là-bas, avant de rentrer en France, et on y revient juste après. Mais là-bas, est-ce que tu as des souvenirs pendant les chimios ? Est-ce que tu as des rituels ou des choses qui t'aident, toi ? Alors moi, j'essaye de marcher. Donc, je courais beaucoup avant d'être malade. Et donc, ça faisait quand même partie de mon quotidien. Et j'essaye de marcher, surtout de marcher, de prendre l'air. Parce qu'on m'avait dit, tu verras, tu supporteras mieux les effets secondaires de la chimio. Si tu marches et tu seras moins fatiguée et voilà. Et je me suis dit, de toute manière, ça va m'aérer, ça va me faire forcément du bien. Et c'est vrai, parce que les semaines où j'ai pas pu marcher parce que y avait trop de neige, parce qu'il y avait trop de choses, il y avait des choses où j'étais pas forcément très bien et que je me suis pas boostée, et j'ai eu énormément d'effets secondaires, des nausées, j'ai perdu beaucoup plus de cheveux ces semaines-là. J'ai vraiment vu un impact. Alors, c'est peut-être pas que physiquement, en fait, c'est un impact sur le moral aussi, forcément, quand on bouge. Donc voilà, c'était vraiment ça que j'avais mis en place. Après, justement, mon amie qui avait été malade juste avant moi, elle m'avait dit, moi j'ai un conseil, donc identifie des personnes ressources, donc c'est des personnes qui vont te faire du bien. Et c'est pas forcément les amis qu'on avait aussi avant au quotidien. Il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec la maladie, d'autres qui le sont plus. Donc, elle m'a dit, identifie des personnes qui ont le même canal de communication que toi et qui vont te faire du bien. Surtout, ne dis pas oui si tu n'as pas envie de dire oui. Fais que ce que tu veux. Et j'ai trouvé que c'était un super conseil. T'as réalisé que tu disais beaucoup oui. Et en fait, voilà. Et je me suis dit... Et elle me dit, si on te propose de l'aide et que tu as envie de dire oui, tu dis oui. Voilà. Donc, ça paraît être un conseil très simple, mais c'est bien de se l'appliquer et du coup, davantage s'écouter. Tu rentres ensuite donc à Paris pour tes traitements. Pour me faire opérer. Ton opération. Pour me faire mais opérer. Toute ta famille est encore en Suède. Ouais.
Là, à ce moment-là, je rentre. Alors, on avait eu du coup un mois un peu compliqué parce qu'on essayait de mettre un diagnostic. On a cru que c'était plus grave que etc. Donc, d'ailleurs, avec mon mari, on se dit que ce mois de mars, on l'a pas vu passer. On ne sait pas. On était tellement dans le tunnel puisqu'on pensait vraiment que c'était fini en fait. Après la radiothérapie, pour nous, c'était terminé. On passait à autre chose. Et c'est vrai que quand on en reparle, on se dit que presque avec du recul, le plus dur, c'était ce moment-là. On se dit non, en fait, ça, c'est revenu, ou en fait, c'est pas revenu, c'est que c'était autre chose. Mais du coup, voilà, il faut... Et donc oui, j'ai décidé du coup... Donc j'ai fait plusieurs allers-retours pour faire des rendez-vous avec le chirurgien, etc. Mais je me sentais plus sereine de me faire opérer en France. Rien. Pour la langue, en fait, quand on est un peu vaseux en salle de réveil, au moins d'entendre parler français, c'est plus agréable. Et puis voilà, il y avait toujours mon ami à Pompidou qui me rassurait aussi, je pense. Donc je rentre 3 semaines en France pour me faire opérer. Et ensuite, tu repars et tu as de l'hormonothérapie, mais que tu te fais prescrire de France et que tu... Non, que j'avais déjà commencé depuis 2 mois avant de me faire opérer. Donc, je l'avais déjà commencé en Suède. Et suivi par les médecins suédois pour le coup. Et suivi par les médecins suédois. Ouais, exactement. Et ça, l'hormonothérapie, les effets secondaires, tu les vis Alors, je dirais qu'il y a... bien. Aujourd'hui, pas très bien. Ouais. Mais au début, quand je l'ai commencé, je sortais de ma chimio-radiothérapie. En fait, finalement, moi, j'ai abordé tous ces traitements-là en me disant, en les décomptant et en me disant tout va bien aller à la fin. Bon, en fait, on est au plus bas. Je n'avais pas compris ça, mais du coup, on est vraiment à terre. Et donc, je l'ai prise. Du coup, je n'ai pas identifié d'effets secondaires parce que j'en avais déjà pas mal. J'avais pas mal d'inconfort. Et puis après, je suis repartie dans l'opération, dans tout ça, dans plein d'autres choses. Donc finalement, je me suis dit, bon... C'est noyé au milieu de tout. Voilà, c'était noyé au milieu de tout. Et j'avais encore l'immunothérapie qui compte... Parce que l'immunothérapie, pour le coup, c'était 1 an. Donc, qui allait continuer encore 6 mois. Donc, finalement, identifier d'où vient l'effet secondaire, c'est un petit peu compliqué à savoir. Donc, au début, je dirais que je ne l'ai pas forcément mal vécu parce que je n'ai pas identifié tous ces effets à l'hormonothérapie. Et puis on est malade. Donc en fait... Et puis voilà, j'étais encore vraiment dans cette phase de traitement. Donc du coup, je venais de me faire opérer. Enfin, il y avait plein de choses. Donc en fait, que je ne sois pas au top, je comprenais. Du coup, je trouvais ça assez logique. Donc je ne l'identifiais pas forcément. Sur l'hormonothérapie, il y a quand même un truc. J'ai l'impression qu'il y a énormément de conversations autour de ce traitement. Ouais. Alors moi je l'ai pas eu, donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de débats sur comment se faire du bien pendant l'hormonothérapie, combien de temps ça dure. Toi, est-ce que c'est un sujet que tu as creusé dans cet angle-là, ou quelle était ta recherche ? Ma recherche, c'était comment... donc au début, je ne l'ai pas considéré parce que j'avais mes autres traitements, mais quand j'ai eu plus que celui-ci, je me suis dit, OK, il va falloir qu'on cohabite 5 ans ensemble. Donc, et j'en ai besoin parce que c'est ça qui m'a diminué mes risques de récidive. Moi, c'était plutôt comment je peux conserver une bonne qualité de vie, pas prendre 20 kilos, être fatiguée, avoir mal aux articulations. Comment je peux continuer ma vie d'avant, à savoir que je suis une grande sportive et que j'aime beaucoup faire du sport. Et voilà, comment on peut cohabiter ensemble et comment ça peut bien se passer. Ok. Oui, donc du coup, maintenant, ça fait... En fait, j'ai terminé l'immunothérapie depuis 1 an et 2-3 mois. Donc, je ne suis que sous hormonothérapie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois bien l'impact que ça a sur moi au quotidien. Et ça fait suffisamment longtemps pour que la chimio soit un petit peu plus loin et du coup être loin de ces effets secondaires-là. Donc, j'identifie aujourd'hui l'impact, effectivement, de l'hormonothérapie sur mon quotidien. Qu'est-ce qui sont justement ces effets secondaires aujourd'hui, maintenant que le reste va mieux ? Qu'est-ce qui te gêne peut-être le plus dans le quotidien ? J'ai eu beaucoup de... j'ai pas mal d'effets secondaires comme la ménopause, sans être ménopausée. J'ai beaucoup de troubles de régulation de température, des bouffées de chaleur, ce genre de choses. Des nuits... j'ai plusieurs réveils nocturnes pendant la nuit. J'ai pas mal d'inconfort digestif, de la fatigue, mais des petites choses en fait, et ça dépend des périodes. Et avec le temps, j'ai réussi à identifier pour le coup quelques moteurs pour m'aider à lutter contre ça. On m'a toujours dit il faut faire du sport pour avoir moins d'effets secondaires. Bon, j'ai toujours compris qu'il fallait faire du sport tout de même pour être en bonne santé, mais j'avais l'impression d'en faire avant et manger équilibré. Bon, ok. J'avais pas l'impression de mal manger non plus.
Et finalement, je me suis rendu compte qu'effectivement, les semaines où je faisais du sport, j'ai quasiment plus de bouffées de chaleur, ce genre de choses, d'inconfort. Je dors vraiment mieux. Je vais peut-être me réveiller qu'une fois dans la nuit, pas plus. Et quand j'ai une alimentation saine, équilibrée, alors ça ne veut pas dire ne plus rien manger, hein, je ne mange pas que 3 graines. Oui, j'allais dire, est-ce que tu peux nous dire, enfin évidemment on sait, alimentation saine, mais est-ce que tu as mis en place justement des choses en particulier ? Oui, en fait, du coup j'ai des troubles digestifs, mais je ne sais pas si c'est que l'hormonothérapie ou la chimio qui m'a beaucoup abîmé mon système digestif. Mais aujourd'hui, je vois bien que la digestion est difficile, donc j'essaye de fragmenter mes repas ou bien d'adopter, alors c'est très à la mode, mais malgré tout, ça me fait du bien, une alimentation avec un indice glycémique bas pour justement ne pas trop solliciter la digestion et que ça puisse se faire plus tranquillement tout au long de la journée. Après, ça ne veut pas dire que je ne m'autorise pas des excès. Donc, par exemple, je ne bois plus non plus d'alcool, sauf le week-end. De temps en temps, je bois un verre. Enfin, si on va dîner avec des amis ou on a un repas festif, je me l'autorise. Donc, mais je sais que la nuit va être plus compliquée ou que le lendemain va être plus compliqué. Et voilà. Donc, je sais que c'est un impact. Donc, je n'ai pas tout changé, mais j'essaye de rééquilibrer un peu et de changer un petit peu quelques aliments, de prendre moins de sucre aussi. Et d'avoir cette digestion plus lente tout au long de la journée. C'est au sujet de l'activité physique, toi c'était quelque chose que tu pratiquais beaucoup avant. Oui. Est-ce que tu l'as gardé facilement ce rythme ou est-ce qu'il t'a fallu du temps pour t'y remettre ? Oui, effectivement je courais beaucoup avant d'être malade et quand j'étais en chimio, je marchais beaucoup. De temps en temps j'essayais de courir parce que j'avais envie de courir mais je n'y arrivais pas, donc beaucoup de frustration. Et quand j'ai pu enfin me sentir à même de reprendre un peu le sport et donc la course, qui est moi mon sport que j'aime bien, en fait c'est là où j'étais au plus bas, donc finalement j'avais perdu toutes mes capacités et voilà, c'est dur de se remettre dans un sport et de se motiver. Et comme on était donc toujours en Suède et on se disait qu'on allait peut-être partir d'ici 6 mois, 1 an, et qu'en Suède, il y a un sport qui s'appelle le swimrun, qui est une discipline où on nage et on court, forcément, comme le nom indique, mais on alterne, en fait. On va nager 300 mètres, on court, on nage 300 mètres, on court. Donc, en fait, on court en combinaison et on nage en basket. C'est un peu particulier. C'est vrai ? Mais entre les îles, donc c'est magnifique. Et je me suis dit, il faut que j'ai un beau souvenir de Suède et en plus il faut que je me remette au sport, donc je me suis inscrite à un swimrun juste avant qu'on parte. C'était l'été ? C'était au mois de juin. Ok. Voilà, mais même l'été l'eau elle est froide là-bas. Ouais. Et du coup donc j'avais 5 mois pour m'entraîner et en fait ça a été dur parce que j'avais plus du tout les conditions physiques et j'ai pas récupéré tout à fait mes conditions physiques d'avant, mais pour autant j'ai trouvé que c'est un super conseil que je conseillerais à d'autres, de s'inscrire à quelque chose, à un événement. Là, c'était un swimrun parce que j'étais en Suède, mais ça peut être une petite course si on aime courir de 5 km. Mais en fait, un objectif parce que du coup, on est obligé de s'entraîner pour réussir à le faire. Et quand au début, c'est très démoralisant de voir qu'on n'y arrive pas, on a beau avoir fini les traitements, en fait, il faut toute une reconstruction. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à me réconcilier avec mon corps et à reprendre confiance en moi, etc. Et puis je l'ai fait, du coup, avant de partir. Et quelle satisfaction. Alors, j'ai pas fait un temps, je m'en fichais, je le faisais pour le finir et c'est tout. Mais ça m'a beaucoup aidée. Et je pense que si on est des sportives et qu'on vit la maladie, après de se mettre un petit challenge, ça nous force à passer cette phase très difficile de remise à l'activité physique quand on n'a plus la capacité. L'activité physique, la marche, l'alimentation, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres soins ou choses que tu fais pour te faire plaisir ? Ça peut être du domaine des soins de support, mais aussi juste toi, pour te vider la tête. Est-ce qu'il y a des choses que tu as identifiées ? Oui, effectivement. Donc, le sport même, et je pense qu'on va en reparler justement après. Le sport, l'alimentation et du temps pour moi. Beaucoup de temps pour moi. J'essaye aussi de me coucher tôt, d'avoir des sources de plaisir aussi tout au long de la journée. De plus prendre le temps de me faire plaisir aussi. Et ça, tu le ritualises, t'as booké dans ta journée du temps. Comment Oui. Je suis curieuse parce que moi aussi, c'est une démarche que je fais et de comment on organise ça pour être sûr de le respecter aussi. Parce que c'est vite happé par d'autres choses. C'est vrai.
Surtout quand on est dans... Je pense qu'on doit avoir ce côté en commun d'avoir envie de faire plein de choses et de voir de répondre à toutes les sollicitations. Donc, comment on fait pour garder vraiment ce temps? C'est vrai que c'est pas facile et que ça saute parfois, mais moi je fonctionne beaucoup par l'agenda et du coup dans mon agenda j'ai un code couleur, donc avec le boulot, enfin voilà toutes les missions de boulot, etc. Mon temps de sport que je mets dans une couleur spéciale et que j'essaye de pas faire sauter et que j'ai automatisé toutes les semaines certains jours. Et pareil, du temps pour moi, voilà, une pause déjeuner, je me dis que je vais me prendre un café là, juste pour 2 secondes, décompresser. J'écris aussi beaucoup parfois quand j'ai des phases où je suis un peu en colère ou qu'il y a des choses qui sont compliquées, et du coup, de les écrire, ça me permet de les évacuer. Et donc, j'essaye de me réserver ces petites plages horaires. Mais bon, parfois, ça saute. Ouais. Mais pas le sport, parce que du coup, pour le coup, aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte que c'est ce qui me permettait de maîtriser mon traitement. Et voilà, et si je fais pas de sport, je me sens pas bien. Ok. Pour revenir à l'annonce de la rémission complète et donc le début de cette nouvelle phase, alors effectivement, il y a quand même ce traitement d'hormonothérapie. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton état d'esprit et peut-être comment tu as vécu ces premiers jours, premières semaines d'après-cancer? Effectivement, moi j'ai un peu rêvé de l'après-cancer en me disant génial, je vais reprendre ma vie d'avant, super, voilà, c'est terminé, next, on passe à autre chose et c'est une excellente nouvelle. Et en fait, je pense que ça a été le cas pour mon entourage, mais pas du tout pour moi. J'ai trouvé que c'était une phase, alors je vais pas dire que c'était le plus dur parce que, enfin, c'est différent, mais que c'était une phase extrêmement difficile et parce que je trouve qu'on est au plus bas. Je sais plus, mais quand on en avait parlé, je t'avais peut-être parlé de cette image-là, mais je trouve que les traitements, c'est un camion qui nous roule dessus et en fait, il fait une petite marche arrière quand on a fini tous les traitements et qu'on est en rémission, sans qu'on le voit venir, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et il faut se reconstruire, il faut comprendre que la vie ne sera pas comme avant. Et ça, j'ai mis un petit peu de temps aussi à l'accepter et à comprendre. Donc voilà, il y a toutes ces démarches-là. Et c'est plutôt à ce moment-là où j'ai fait appel aux soins de support. Parce que j'ai senti que là, toute seule, là, mon entourage, il ne pouvait plus vraiment être là parce que lui se réjouissait de ma rémission. Pas guérie, mais de ma rémission. Et ils avaient envie de passer à autre chose. Et je comprends très bien, en fait. Ils ont envie de bonheur et de célébrer et de joie. Et là, pour moi, c'était plus compliqué. Et en fait, de faire appel à des soins de support, et c'est comme ça que j'ai connu Ginkgo, qui fait à distance, parce que j'étais encore en Suède à ce moment-là. Donc, donc du coup, j'ai pu suivre en visio certains cours, ou enfin être accompagnée. Et voilà, ça m'a beaucoup aidée, parce qu'en en fait, on parle avec des gens qui savent déjà ce qu'on vit, donc sans tabou, et qui comprennent bien dans quelle situation on est, alors que nos amis, nos familles, eux, ils n'ont plus envie d'entendre que ça va pas, parce qu'en fait, ils sont tellement heureux que ça aille bien qu'il faut... Voilà, il faut parler de ça, en fait. Quels sont les soins que tu fais avec Ginkgo Alors, donc chez Ginkgo, justement, quand j'ai voulu reprendre ma vie d'avant, je voulais refaire plein de choses et reprendre tout comme avant, mon travail à 100%, enfin voilà, tout refaire comme avant. Et là, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible. Et du coup, donc, c'était Amélie, mon infirmière coordinatrice, et qui m'a proposé d'avoir... j'ai eu 3 séances de coaching avec, en fait, c'était une infirmière qui a tout à fait l'habitude de patients atteints de cancer et qui connaît très bien ça, et qui s'était formée à du coaching pour aider à la remise au travail, à se remettre dans la vie. Et moi, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais tellement de choses dans ma tête, en fait, à vouloir faire trop de choses. Et puis, j'en avais pas la capacité parce que j'étais aussi très fatiguée. Qu'elle m'a permis de prioriser, de revenir petit à petit aux choses et aussi d'accepter que les choses allaient... En fait, elle m'a permis de cheminer pour accepter aussi que les choses seraient différentes. Et que ça pouvait être différent. Bien sûr, il y a un passage douloureux qui a été passé, mais que ça pouvait être aussi bien, en fait. Voilà. Et ça, il fallait que je le comprenne. Parce que ton travail, du coup, tu le reprends à distance ? Alors, moi, je suis indépendante, je suis consultante. Donc, pendant les traitements, j'ai travaillé 1 jour par semaine. Mais j'écris beaucoup de contenu. Donc, en fait, c'est un travail que je peux faire depuis chez moi et à distance avec mes clients. Et j'ai voulu conserver parce que ça me permettait de m'occuper un petit peu la tête.
Et j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que ma cliente m'a permis de travailler sur un dossier où il n'y avait pas une deadline avec beaucoup de pression et de challenge. J'avais le temps de le faire. Donc voilà, je sais que je suis très chanceuse aussi pour ça. Parce que quand on est à son compte, c'est pas évident d'avoir des clients qui veulent bien être patients et nous laisser le temps. Donc ça, c'était une chance et ça m'a permis de rester connectée, mais sans trop en faire, parce que pour le coup, j'étais pas capable. Okay. Voilà. Donc, coach en retour à l'emploi. Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour les cheveux, parce que du coup, en fait, moi, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. Pas tous mes cheveux, mais la moitié de mes cheveux, et j'avais des trous un peu. Donc ça a repoussé après, mais bon, c'était un peu n'importe quoi. Et du coup, j'ai vu une socio-coiffeuse. Esthétique. Socio-coiffeuse. Socio-coiffeuse. Voilà. Okay. Avec Ginko, qui était super et qui m'a beaucoup aidée, du coup, parce que je savais plus trop quoi faire de mes cheveux. J'avais des épilats. Enfin, moi, j'en avais un peu. Donc voilà. Et j'ai également fait un programme pour les troubles cognitifs. Parce que ça, pareil, on m'en avait parlé, je l'avais un peu mis de côté pendant les traitements, mais on m'avait dit que suite aux chimios, j'aurais des troubles de la mémoire, des absences ou des troubles de l'attention. Et effectivement, ça a été très présent. Et donc, c'est tout un travail un peu pour travailler les réflexes cognitifs et du coup, essayer de rééduquer un petit peu ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Ok, super. Super. Aujourd'hui, tu es rentrée en France ? Oui. Ok. Tu y as passé du coup 1 an ? 2 ans. 2 ans. Ah oui. Donc, et aujourd'hui, tu en es où alors ? Donc aujourd'hui, je suis en rémission, toujours sous hormonothérapie, pour 5 ans. Voilà, je suis suivie tous les 4 mois. Okay. Ça, c'est aussi une différence avec la Suède. Comme quoi, on est assez chanceux quand même en France. Parce qu'en Suède, moi, ils m'auraient dit non, mais maintenant, vous serez suivi 1 fois par an. Et pendant 2 ans. Et ensuite, tous les 3 ans. Oui. Voilà. Et en France, c'est tous les 4 mois pendant 3 ans. Et puis après, je crois que ça passera tous les 6 mois. Voilà. Donc, je suis plutôt suivie de près. Voilà. C'est aussi l'inconvénient. Plus on suit, plus on trouve des choses, plus on explore. Bien sûr. Mais bon, mais au moins, c'est de la prévention. Voilà. Et justement, toi, sur le sujet de la rechute, etc., parce que bon, même si c'était pas à proprement parler une rechute, mais tu as connu ce que c'était que s'attendre à une bonne nouvelle et puis en fait repartir pour un cycle. Comment justement cette peur de la rechute, tu la vis ? Est-ce qu'elle est présente ou pas ? Alors, elle a été particulièrement présente à mon premier contrôle parce que je me suis dit, en fait, j'ai jamais eu de bonne nouvelle. Donc, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une bonne nouvelle. Donc là, j'appréhendais. Alors que quand je suis allée à ce contrôle au bout de 6 mois, j'y suis allée vraiment en me disant, enfin, je dois le faire pour le faire, mais ça va très bien se passer. J'avais aucun doute que mon traitement avait fonctionné. Donc effectivement, après, ça m'a généré pas mal de stress. Donc forcément, tous ces contrôles tous les 4 mois, c'est un petit peu difficile. Mais ça l'est de moins en moins. Je dirais que le premier contrôle, 1 mois avant, ça cogitait pas mal dans ma tête et c'était compliqué. Le deuxième, c'était plus que 15 jours avant. Et maintenant, c'est 48 heures avant. Voilà. Okay. Et je me dis, bon, on verra bien. Et puis, de toutes les manières, si je dois m'inquiéter, je m'inquiéterai demain. Quand ils me diront que, voilà. J'espère que ça va durer. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ça. Ok. Si ça te va, je vais te poser pour finir quelques petites questions. Oui. Et puis, sens-toi libre d'y répondre comme tu le souhaites. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'il y a une idée reçue sur le cancer que tu aimerais déconstruire ? C'est vrai que moi, je pensais que la chimiothérapie allait me cloisonner à la maison et m'empêcher de tout faire, quoi. Enfin, de m'occuper de mes enfants, d'aller déjeuner avec une copine, etc. Évidemment, on est très fatigué, on n'est vraiment pas bien. Enfin, moi, j'étais vraiment pas bien les 3 premiers jours et après, je remontais un peu la pente avant d'aller à mon autre séance. Et du coup, si c'est possible, on peut avoir des moments de joie quand même pendant ces moments-là. Enfin, après, ça en revient au fait que j'appréhendais beaucoup la chimio, mais j'ai pu... on a passé des week-ends. J'avais de la chance parce que mes chimios étaient le mardi, donc j'ai pu passer des super week-ends en famille où on visitait en Suède, on voyageait. Alors, on faisait pas des choses non plus ultra sportives, mais c'est possible. Voilà. Donc, c'est possible et je pense que c'est même...
c'est même bien de le faire parce qu'en fait, ça nous aide à sortir de tout ça, de toutes ces prises de sang, ces rendez-vous qui sont incessants. Donc, quand on peut le faire, quand on a une chimio, après, ça dépend. Parfois, on est hospitalisé. Donc, voilà. Mais, il y a une vie quand même pendant les traitements. Voilà, on peut quand même avoir une vie pendant les traitements. Et il faut juste se ménager. Voilà. Même le soir, je me reposais pas mal la journée. Le soir, j'arrivais à être présente pour mes enfants. J'avais peur de ça aussi, en fait, de ne pas réussir à être avec eux. Et si, bon, après, je me couchais très tôt. Mais voilà, j'avais ce moment-là où je donnais tout, en fait. Et donc, c'est possible. Ouais. Est-ce qu'il y a une ressource en particulier qui a pu t'aider ? Alors, on a parlé de l'activité physique et de la marche, mais peut-être un livre, un praticien, un podcast, quelque chose qui t'a aidé à comprendre, à aller un peu plus loin dans ce qui t'arrivait. Alors, moi, non, pendant mes traitements, j'ai pas tellement écouté de podcast et j'ai pas tellement lu de livres là-dessus, etc. Je suis restée très focus dans mon cas. Je suis même pas allée voir sur Internet le pronostic de mon cancer. Donc, voilà. En revanche, c'est après où là, j'ai consommé énormément de podcasts, etc. Sur l'hormonothérapie notamment, sur le cancer. Mais pendant, j'étais pas prête. Et moi, ce qui m'a aidée pendant, c'est surtout mes fameuses personnes ressources. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui t'a marqué de tes proches, de tes enfants, de ton mari ? Voilà, quelque chose qui t'a fait particulièrement du bien à un moment où peut-être tu t'y attendais pas trop. Mon mari, il a été top. Voilà, il a été top. Et mes enfants aussi. En fait, c'est vrai que mon mari, c'est quelqu'un qui... problème, il envisage solution. Moi, je suis pas tout à fait comme ça. J'aime bien discuter des choses, un peu analyser, etc. Et là, en fait, ça m'a beaucoup aidé qu'il soit comme ça parce que là, il fallait... Et puis lui, il a toujours pensé qu'il y avait une solution. Même le moment où on m'a dit il y a peut-être des métastases, c'était le seul qui arrivait à rester positif et à dire non, mais il y a des solutions, il y a des thérapies, il y a des essais cliniques, il partait dans tout. Et voilà. Et cette hyperactivité de recherche sans arrêt de solutions, ça m'a beaucoup aidée pendant les traitements. Super. Et peut-être en mot de la fin, pour reboucler avec le tout début de l'épisode, si tu devais citer un grand changement peut-être dans ton quotidien, dans ta personnalité, dans ta vision des choses, qu'est-ce que ce serait ? Avant, j'étais... il y a tous les traits de caractère que j'ai dit, forcément, je les ai changés. Ça, je m'écoute beaucoup plus. Je dis oui quand j'ai vraiment envie de dire oui. Mais surtout, je vis davantage dans le présent et je profite le présent. Alors, ça ne veut pas dire que je nie le futur, pas du tout. Je suis très optimiste et voilà, et j'espère que tout se passera bien. Mais pour autant, je profite davantage, en fait, des moments dans le présent et je me rends compte qu'avant, j'étais toujours à la planification, les prochaines vacances, etc. Et en fait, non, déjà, il y a ce soir. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Je sais pas, on va dîner ensemble en famille, il peut se passer un moment sympa. Donc voilà, je suis davantage à vivre intensément plus le moment présent. Et ça, je me dis finalement, tout le monde devrait faire ça, qu'on soit malade ou pas malade. Bien sûr. Merci beaucoup, Hermance. Merci à toi. D'être passée sur ce podcast, c'était super riche. Merci à tous d'avoir écouté et à très bientôt. Merci Camille. Merci d'avoir écouté cet épisode de Quand revient le printemps. Si vous avez aimé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de partager le podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube pour la version vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.